il est 21h01, on est un petit peu en retard. Et à 21h, il y a quoi? Eh bien, évidemment, il y a le match du soir. Pablo Pio-Vivien et Charles Consigny, c'est tout de suite. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Pablo Pio-Vivien, vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous. Et Charles Consigny, vous êtes avocat et écrivain, n'en déplaise à Pablo. Avocat surtout. Je suis très heureux qu'il soit écrivain. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Très en forme. Bon, alors on va parler de ce mail que vous avez peut-être vu passer. C'est tombé dans la soirée. Ce mail envoyé par Gabriel Attal au chef d'établissement pour qu'il puisse appliquer donc l'interdiction de l'abaya à l'école et de son pendant masculin, le Camille, dès la rentrée. C'est la rentrée des profs demain. Alors, on va analyser un petit peu ce qu'il leur propose concrètement. Ce qu'il explique, c'est que si un élève se présente lundi avec une de ces deux tenues, le Camille ou l'abaya, il ne pourra pas assister au cours, mais il devrait pouvoir entrer dans l'établissement pour un échange avec un responsable. Et après ce dialogue, s'il refuse de renoncer, il y a une procédure disciplinaire qui devra être engagée. Et là, qui pourra conduire à l'exclusion. On y voit un petit peu plus clair là, non? On se posait la question il y a quelques jours de la mise en application un peu difficile. Alors, je ne suis pas sûr qu'on y voit beaucoup plus clair parce que, comme l'ont déjà noté tous les récipiendaires de cette note, ne sont pas définis précisément ce qu'était un camis et ce qu'était une abaya. Enfin, on sait ce que c'est un camis et un abaya, non? Mais c'est complexe, c'est complexe. Et d'ailleurs, dans la façon, en fait, ce qui change par rapport au vadémécum de la laïcité qui avant faisait foi pour les personnels éducatifs, ce qui change, c'est que avant, en fait, il y avait une discussion avec l'élève qui portait éventuellement un signe religieux qui manifestait ostensiblement, un signe qui manifestait ostensiblement une religion. Maintenant, il n'y aura plus de discussion, ou plutôt la discussion, en fait, sera nécessairement préalable à une exclusion, à une sanction. Et ça, c'est nouveau. En fait, c'est ça que ça change. C'est-à-dire que, en fait, ce sur quoi met l'accent cette note de service, c'est le côté répressif. Alors, c'est un répressif sirupeux, puisque quand même, il y aura une discussion, etc. Mais en fait, la décision, en fait, sera prise en amont de la discussion que de ne pas laisser l'élève porter l'habit qui est considéré comme une abaya ou comme un camis. C'est pas tout à fait répressif de dire qu'il y aura un dialogue justement avec l'élève, puis avec les parents. Mais la décision est prise. Avant une quelconque décision. Non, justement, la décision est prise. C'est ça qui change, oui. bien sûr. Ils n'ont pas le droit de rentrer avec un habit qui est considéré par. Eh oui, mais parce que ça enfreint la loi de 2004. Exact, parce que c'est considéré comme. C'est là-dessus que se base Gabriel Attal. On va attendre parce qu'il va y avoir des recours, comme ça a été dit par notamment des membres de la France Insoumise. Va y avoir un recours devant le Conseil d'État. À noter qu'une note de service, on peut la porter devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a déjà reconnu que si elle était considérée comme assez importante, il pouvait s'en saisir. On va voir ce que ça va donner. Je noterai aussi, c'est Serge Slama, qui est professeur de droit public à l'université de Grenoble, qui a noté en fait une ambiguïté dans la rédaction de la note de service, puisque en fait, sont mentionnés les abayas et les camis. Dans la note, ils disent que voilà, c'est en forte hausse. Et ensuite, c'est dans le paragraphe suivant, il y a écrit le port de telle tenue qui manifeste ostensiblement un milieu scolaire, blablabla. Et en fait, on ne sait pas si le de telle tenue se réfère précisément à abaya ou camis. Donc dans la rédaction, je ne sais pas ce que c'est moi un camis. Qu'est-ce que c'est camis? C'est le pendant masculin de l'abaya. D'accord. Voilà. C'est une autre tenue. Je ne sais pas si c'est le pendant, mais en tout cas, c'est une autre tenue qui est considérée. En tout cas, est-ce que c'est une avancée, Charles? Écoutez, on voit bien quand même que c'est une décision consensuelle qui a été prise par Gabriel Attal s'agissant de cette abaya, et consensuelle au sens où soit vraiment on n'est pas d'accord parce qu'on considère, comme c'est le cas de certains à gauche, et c'est leur droit de penser comme ça, on considère que c'est vraiment la liberté des uns et des autres que de s'habiller, y compris en revendiquant un vêtement religieux. Pourquoi pas? Ça c'est une approche. C'est amusant d'ailleurs de voir que c'est
l'extrême gauche qui rejoint l'approche anglo-saxonne, en quelque sorte. Oui. Donc c'est un pont qui est amusant. L'approche anglo-saxonne qui dit en gros, Qui il considère n'y a pas de dictature voilà. de la laïcité, vous faites ce que vous voulez. Liberté voilà. totale, si Ouais. vous voulez venir en burqa à l'école, il n'y a pas de problème. Et en France, on essaye de lutter contre le séparatisme. Peut-être que ça ne sert à rien. Moi, je n'ai pas de religion, si j'ose dire, sur le sujet. Peut-être que tout ça est tout à fait inutile, puisque après tout, dans les pays communautaristes, il n'y a pas plus ni de terrorisme, ni de problème de confrontation entre les communautés, ni de racisme. Enfin, ça ne change pas grand-chose en Le problème réalité. n'est pas là. Moi, je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est quand même que quand on fout la paix aux gens, quand on laisse les citoyens le plus tranquilles possible, on a le moins de problèmes dans la société Oui. dans son ensemble. Mais pourtant, vous disiez tout l'autre ceci jour, étant si, dit, si moi, mes voilà, souvenirs sont bons, vous étiez d'accord avec l'interdiction de la baya. je trouve que il faut essayer, dans une certaine mesure, de pas laisser l'islam politique progresser. Voilà. Je suis pas dupe de l'influence des frères musulmans, de l'influence de beaucoup de groupuscules et d'organisations actives pour islamiser la société ou pour radicaliser l'islam. Donc voilà, ça c'est une chose. Et pour ce qui est de cette lettre. Bon, d'abord, le ton de la lettre est quand même assez surprenant, très paternaliste. On a l'impression que les chefs d'établissement sont des petites choses. Je serai toujours... Pourquoi très paternaliste? Il leur dit en gros, je viens en aide parce que... Il tranche avec Pape Ndiaye. Oui. Il y avait cette circulaire de Pape Ndiaye l'année dernière qui disait en gros, voilà, je vous laisse trancher, les proviseurs étaient dans le flou. Oui, mais justement, et ils étaient vraiment embarrassés. je vous laisse... Bon. Pape Ndiaye, de toute façon, la cohérence d'Emmanuel Macron en matière éducative, elle est quand même sensationnelle, parce qu'on passe de Blanquer, qui est à peu près, qui est sur la ligne du printemps républicain, qui est sur une ligne Figaro-Vox, à Pape Ndiaye, qui est sur une ligne France Inter, et on retourne à Attal, qui est sur une ligne Macron, c'est-à-dire, bon, pour l'instant, on ne sait pas trop. Il est en train de la dessiner. Donc la cohérence de Macron sur le sujet. Mais moi, j'ai trouvé la lettre un peu paternaliste. Il y a un moment où il leur écrit, parce qu'on a accès à cette lettre, il me semble. En tout cas, elle est publiée. En tout cas, nous, on a pu la lire. J'ai pu mesurer combien l'absence de directives claires vous placez dans une situation difficile. Voilà. Jamais je n'accepterai que puisse s'installer le sentiment d'une absence de soutien clair de votre hiérarchie. Son objectif est de mettre un terme rapide et durable au comportement constitutif d'un trouble, sous peine, le cas échéant, de sanctions disciplinaires de l'élève concerné. Voilà. Est-ce que c'est vraiment paternaliste, ça? Alors, moi, je trouve le tour de la lettre paternaliste. Moi, je Et même, trouve pas non, que si je peux finir, c'est répondre à une préoccupation des si je peux proviseurs finir aussi. en un mot, par exemple, à un moment, il leur écrit au début de la lettre « Je suis votre ministre ». Comme si, ça me rappelle douloureusement, je suis votre chef d'Emmanuel Macron aux armées, qui était très déplacé et qui avait été vécu comme une humiliation par Pierre de Villiers. C'est marrant, moi je pense Donc un moi, peu le contraire. je dis juste qu'il ne faut pas faire mumuse avec ces sujets qui sont sérieux. Ah, ils font mumuse pour vous, Je là. trouve que jouer au ministre Matamor, je suis votre ministre, etc., ça me paraît un peu décalé par rapport... Oui, mais ça, c'est sur le ton. Mais sur le fond, il à a la dignité nécessaire et en plus postes-là. sur la forme, il faut savoir que ce mail, cette lettre, cette note de service a été envoyée au chef d'établissement après une visio qui avait réuni justement tous ces chefs d'établissement, visio dans laquelle les chefs d'établissement pouvaient même poser des questions au ministre directement. Donc en fait, il y a une vraie opération de reconquête en fait. Quand on est chef par la séduction. d'établissement, quand on est chef d'établissement, on n'est pas élèves précisément. Enfin, c'est des gens qui sont d'un certain niveau, à qui on peut faire confiance et à qui on peut parler sans les prendre pour des gens complètement abrutis. Et après, il y a une autre question en fait qui est importante, c'est on met souvent, lorsqu'on parle de laïcité, on met souvent en avant la protection de l'enfant et la protection de l'élève, notamment vis-à-vis d'influences extérieures, en l'occurrence d'influences religieuses. Mais moi, je me demande où est passée la protection de l'élève. Là, en l'occurrence, qui va sûrement se sentir discriminé. Qu'est-ce qui est mis en place, en fait, pour à la fois les élèves, si ce n'est ce petit dialogue là à l'intérieur de l'établissement. Mais non, mais les familles, en fait, qui veulent se sentir discriminées. Mais on va mettre on a une islamophobie, en fait, qui ronge notre société. On a des élèves qui vont être encore plus pointés du doigt. Et le ministre a pas l'air d'en avoir. Puisqu'on te dit qu'on va dialoguer, etc. Bon, moi, je suis contre cette approche. Je pense qu'il faut une certaine fermeté. Bon.
Autre sujet qu'on a évoqué ensemble hier précisément, et on voulait faire un petit point quand même sur la suite. On a parlé de cette réunion à huis clos à Saint-Denis entre Emmanuel Macron et les chefs de partis d'opposition. Elle a duré 12 heures quand même, 12 heures d'échange. Ça s'est terminé à 3 heures du matin. Cette nuit donc, Olivier Véran a des mots particuliers. Il parle d'un processus inédit qui pourrait bien marquer l'histoire. Je sais que ça vous a fait beaucoup réagir et on va y revenir. On écoute le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Quelque chose s'est passé hier qui pourrait bien marquer l'histoire politique, voire démocratique de notre pays. Ah oui, carrément. Oui, des gens qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, qui ne pensent pas la même chose, même se combattent, dont on disait encore hier qu'une bonne partie d'entre eux n'atteindrait même pas le dîner, ont décidé de se parler à huis clos. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. Alors, je veux dire, Charles, que j'ai vu votre tweet cet après-midi face à cette déclaration du porte-parole du gouvernement. Ça m'a fait sourire. On va le regarder. Voilà, c'est une secte. Voilà, tout simplement. Écoutez, parce que j'avais dit... Pourquoi vous dites ça ? J'avais dit à un autre ministre qu'il fallait créer un monothéisme à ce degré de dévotion. Et en fait, ça n'est pas une religion, c'est une secte. Non, mais bien sûr, à les entendre, Emmanuel Macron, c'est un mélange de Nelson Mandela, de Gandhi, de Churchill. Du général de Gaulle, de Churchill. Mais quand il dit quand même... Ils vont nous dire que c'est lui qui a posé le premier pied sur la Lune, c'est lui qui a découvert le vaccin contre la rage, c'est un peu en même temps Pasteur, c'est tout en même temps. Mais quand même... Non, mais quand Michel il parle d'un processus inédit, 12 heures jusqu'à 3 heures du matin, oui, avec une feuille blanche pour écouter les propositions des uns et des autres, ça c'est... L'ordre du temple solaire, par comparaison à la Macronie, c'est du léger. Moi, je me demande ce que fait la Miviludes, qui est censée lutter contre les dérives sectaires. C'est une vraie question qui se pose. Après, je plaisanterie mise à part, parce que ce que dit M. Véran est évidemment une plaisanterie. Ça va marquer rien du tout. C'est une nouvelle opération de communication, comme Emmanuel Macron nous a habitués. Moi, ça me fait penser au grand débat. Vous savez, le grand débat, il restait des heures en bras de chemise, il transpirait au milieu des mers et tout le monde saluait la performance, parce que c'est en même temps un super-héros, Emmanuel Macron. C'est en même temps de tout ce que j'ai dit, c'est aussi Superman. Ouais. Donc là, voilà, 12 heures. Moi, si vous voulez, j'ai une pensée pour les internes en médecine qui font des gardes de 24, 36, 48 heures. J'ai une pensée pour eux. Quand on voit que 12 heures, c'est une prouesse. On a compris. Non, mais il faut redescendre à un moment donné. Il faut redescendre. D'autant qu'il n'en sort qu'une conférence, pardon de vous dire, j'ai même envie... La conférence sociale sur les salaires. Qu'est-ce que c'est ? Encore une conférence. Si j'étais vulgaire, je dirais une conférence à la con. Alors justement, c'est quoi cette conférence ? Elle est demandée depuis longtemps par la gauche. Oui, elle est demandée par la gauche, mais s'il faut 12 heures en fait pour accoucher d'une telle minuscule souris, c'est quand même un peu problématique. Plus c'est long, plus c'est pas forcément bon. C'est quand même un gros problème, en plus de détournement de nos institutions. En fait, ces lieux normalement de débat démocratique, ils existent. Je l'avais dit hier, ça s'appelle le Parlement. Il y a des gens qui sont élus, qui sont des représentants élus, et ils sont censés pouvoir discuter, débattre, avoir un conflit apaisé dans les deux chambres que sont le Sénat et l'Assemblée nationale. Là, il a décidé de contourner tout ça, comme d'habitude. Il contourne les institutions, il se met au centre du jeu, parce que c'est quand même ça qui est important. C'est lui qui convoque les autres, c'est pas les institutions justement, dans le fonctionnement normal. À l'Assemblée nationale, tout est bloqué. Mais tout est bloqué parce qu'ils ont décidé de tout bloquer. En vérité, je veux dire, les coups de 49.3 à répétition, c'est eux qui les utilisent. Mais en vérité, le Parlement pourrait, même sans majorité absolue, pourrait avoir un fonctionnement normal. C'est juste qu'ils le refusent. Ils refusent que le Parlement ait un fonctionnement normal. Donc, honnêtement, moi, je trouve que cette réunion, elle traduit d'un gros problème de respect des institutions de la Ve République. Qu'il y ait que cette conférence soit l'occasion d'aborder la question des salaires en France. Moi, ça me paraît important, parce que les salaires en France sont faibles. C'est un vrai sujet. Il y a déjà une manifestation prévue le 13 octobre prochain. Oui, parce que quand on compare, il suffit de comparer avec les pays étrangers pour voir que les Français sont mal payés. Les Français s'appauvrissent énormément. Quand on va aujourd'hui aux États-Unis, on est frappé, par exemple, par le prix des choses qui sont des choses. Tout coûte beaucoup plus cher aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les gens sont beaucoup plus riches que nous en moyenne. Notre système soviétique cher à Pablo Piovivien ne fonctionne pas et a plutôt tendance à appauvrir les gens parce que les salaires sont trop chargés. Et aussi, il faut bien le dire, parce que y a
un problème, et là-dessus je rejoins certains discours de gauche, il y a un problème de répartition de la valeur, de répartition des richesses, avec une pression sur les salaires qui est trop importante. Donc ça, pour moi, c'est un vrai sujet éminemment politique dont le pouvoir politique doit s'emparer, mais avec courage, pas simplement pour faire de la communication. Le pouvoir d'achat, c'est un petit peu sur la table en ce moment. D'ailleurs, on en parle souvent. Juste, il y a eu quand même une petite phrase comme ça qui nous a marqué dans cette réunion à huis clos. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, la rapporte. Il dit à la fin de son tweet, Macron, à un moment donné, a craqué. Il a dit ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie. En fait, il a été interpellé, visiblement, Emmanuel Macron, par Jordan Bardella sur l'hypothèse du retour du septennat. Et il aurait répondu ça a été une funeste connerie de limiter les mandats présidentiels. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que non seulement on a bien fait de limiter les mandats présidentiels, quand bien même monsieur sentirait son autorité un peu affaiblie en début de second quinquennat, mais en plus, je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin dans la démonarchisation de notre pays. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, je pense, si ces rencontres ont été organisées à Saint-Denis, là où sont enterrés des rois de France, à la basilique. Mais oui, mais tous ces messages... Mais Mitterrand, François Mitterrand, qui était complètement fêlé, allait se recueillir sur la tombe des rois de France. C'était une autre époque. Et il manquait pas d'allure par ailleurs, mais il faut que la démocratie française progresse, qu'on devienne quand même un tout petit peu moderne et qu'on se déconnecte de tout cet apparat. Moi, quand je vois les ministres passer dans Paris avec leurs motards devant, au demeurant complètement inutile, puisque les voitures sont déjà équipées de gyrophares, j'ai l'impression de voir passer les carrosses avec devant les chevaux, avec les mousquetaires. Il pourrait se représenter d'ailleurs, Emmanuel Macron, en 2032. Oui, mais c'est autorisé par la loi française. Je vais vous dire, il est gagné par un certain somme, comme disent les jeunes, parce que il sait... Il traduit une colère pour les moins jeunes qui nous écoutent. Il sait que c'est un président TikTok. Lui, je suis sûr qu'il connaît. Son lexique va de perlimpinpin à somme, j'en suis certain. Je pense qu'il sait qu'on ne revient pas. Et donc, moi, je ne crois pas qu'on puisse revenir. Je pense qu'une fois que quelqu'un est sorti du jeu, il y en a plein qui espèrent revenir. Il paraît que Nicolas Sarkozy espère même revenir en 2027. Sarkozy, c'est une exception. Sarkozy, c'est une exception. Mais en vérité, il ne nous a jamais quittés. En vérité, non, mais en fait, il faut voir... Il ne t'a jamais quitté. Mais en vérité, il faut voir en fait ce que ça veut dire en fait trois quinquennats. C'est ça qu'il sous-entend avec cette phrase. Et ça veut dire 15 ans. 15 ans chef de l'État avec tous les pouvoirs qui sont aujourd'hui celui du président de la République française. C'est-à-dire vraiment ce qu'a presque aucun chef d'État dans une démocratie occidentale. C'est de la folie, 15 ans. Et imaginez en fait que Emmanuel Macron se projette dans cette hypothèse-là que de pouvoir faire 3 quinquennats est, à mon sens, problématique quant à ce que ça dit en fait de la façon dont il conçoit le pouvoir. C'est funeste que pour lui-même. Pour le reste de la France et pour la démocratie, pour le peuple français et pour la République, je pense qu'il est sain qu'au bout d'un moment, les gens qui ont les clés du pouvoir les rendent. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'exemple historique, ce serait à vérifier, mais d'abord, il n'y a pas d'exemple contemporain de pouvoir long qui soit démocratique. Les pouvoirs longs, ce sont des dictatures. Poutine... Non, si. Angela Merkel, par exemple, on peut combien dire de temps elle a fait ? Je sais pas, au moins une quinzaine d'années, 15 ans. Alors Merkel, c'est peut-être un contre-exemple. Oui. Mais Poutine est là depuis longtemps. Moubarak, Ben Ali sont restés très longtemps au pouvoir. C'est pas des exemples de démocratie mature. C'est moins qu'on puisse dire. Moi, je pense qu'il faut une alternance, tout simplement d'ailleurs, sans aller contre les intéressés, ceux qui sont favorables à tel ou tel président. Même eux doivent accepter que le pouvoir doit changer de main parce qu'à un moment donné, vous avez des phénomènes de cours qui s'installent, vous avez des gens qui s'usent au pouvoir, vous avez un manque d'imagination qui pointe, un manque de fraîcheur, vous avez des systèmes qui s'ankylosent et donc il faut changer d'équipe régulièrement. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'aux États-Unis, où ils changent, y compris les hauts fonctionnaires, dans cette transition où quand un nouveau président arrive, c'est aussi toute une administration qui change, je trouve ça plus sain qu'en France où finalement, quel que soit le président, c'est toujours à peu près les mêmes en réalité qui sont au pouvoir. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur Sarkozy. Vous y croyez, Sarkozy 2027 ? Il n'y croit pas, il l'espère. Il l'espère, voilà. Mais est-ce qu'il y croit ? Est-ce qu'il a envie vraiment d'y retourner à nouveau ? Alors, je ne veux pas parler pour lui, je n'en sais rien. Il fait quand même une tournée hallucinante avec son livre. Il fait quasiment une ville par jour. Je pense que ça traduit quelque chose.
son livre qui Tu penses que ça s'appelle le travaille? Le temps des combats. Oui, moi je pense que Au bout d'un ça moment, faut tourner la page. je pense que ça le titille. En tout cas, pour ce qui me concerne, voilà, moi j'avais 17 ans en 2007 quand Nicolas Sarkozy a conquis le pouvoir. Ouais. Et Il c'est n'a pas pu voter quelqu'un- pour lui, il aimerait bien pouvoir Mais oui, voter alors pour lui. maintenant, c'est Mais en quelqu'un- vérité, il y a une frustration. en vérité, Non, non, le j'ai pouvoir voté est un pour lui en cancer. 2012. Le J'ai pouvoir voté est un pour lui en cancer qui 2012. corrompt, mais Moi, vraiment j'aime ad vitam énormément aeternam. Nicolas Sarkozy et je Et il aurait ses considère chances, qu'il a vous été un pensez très bon président et je suis certain qu'il aurait ses chances. Merci beaucoup à tous les deux. C'était donc le match. Pablo Pio-Vivien et Charles Consigny. Merci à vous.